Merci Nicolas et bonsoir à tous. Donc je suis là pour vous présenter une recherche qui s'inscrit dans une recherche plus globale impliquant la société civile, la relation entre la société civile et la démocratisation de Madagascar. Donc une recherche assez atypique qui se penche sur un matériau encore inexploité. Ce sont des écrits de la conférence épiscopale de Madagascar. Les objectifs de cette recherche sont de déterminer en premier lieu les causes profondes des crises malgaches. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense cet article a été sélectionné parmi ceux qui figurent dans la revue. Ensuite, mesurer l'impact des communiqués, des écrits de l'Église malgache sur les crises, enfin pour constater l'évolution des dites crises, et enfin pour aboutir à une mesure du poids de l'Église catholique en général dans la vie politique malgache. On sait tous que l'Église catholique, qui est établie à Madagascar depuis 1844, joue un rôle important sur le plan social, mais le rôle politique de cette Église est assez méconnu, ou du moins assez peu étudié. Donc d'abord, je commencerai par présenter très brièvement la conférence épiscopale de Madagascar. C'est un organisme qui est doté d'un statut. Il est composé de 21 évêques, dont 6 évêques émérites actuellement. Il fonctionne en plusieurs réunions chaque année. Il y a d'abord les réunions du conseil permanent, qui est composé lui-même de 10 évêques et d'un secrétaire. Donc ce conseil permanent se réunit à chaque mois de février. Lors de ces réunions, ce sont surtout des aspects, je dirais, sacerdotaux, relatifs au clergé catholique lui-même qui sont abordés par ce conseil permanent. Le second type de réunion, c'est l'assemblée plénière ordinaire qui réunit donc tous les évêques en un lieu. Et ces réunions se déroulent au mois de mai et au mois de novembre. Donc ce sont surtout pendant ces réunions plénières ordinaires que les évêques, que la conférence épiscopale élabore ces communiqués, donc le corpus que j'ai étudié. Et il en ressort la publication et la diffusion de communiqués, de déclarations sous la dénomination de communiqués, même si la dénomination change selon les événements. Par exemple, les évêques lancent un appel à la nation quand ils s'adressent évidemment à l'ensemble des acteurs de la nation. Une lettre pastorale plus qu'on s'est dédiée aux églises, aux paroisses et aux diocèses. Donc le corpus que j'ai étudié, comme je l'ai dit, regroupe 124 communiqués au total qui ont été publiés depuis 1889. Ces communiqués sont regroupés dans des recueils qui ressemblent à celui-ci. 7 d'entre eux sont disponibles auprès des librairies malgaches. Le 8e, qui recouvre la période 2011-2014, n'est pas encore édité, il est sous presse actuellement. Donc j'ai essayé d'obtenir les communiqués auprès de la conférence épiscopale elle-même. Parmi ces 124 communiqués, j'ai trié ceux qui me semblaient en tout cas politiquement pertinents. Pertinents dans le sens où ils délivrent un contenu relatif aux crises successives malgaches et comportant des mots-clés qui ont trait à cette politique malgache. J'ai établi un filtre de 10 mots-clés à travers lesquels j'ai donc fait la sélection de ces articles. Sur le graphique, vous verrez que le nombre de communiqués émis par la conférence épiscopale varie au fil des périodes. Le pic ayant été atteint entre 2006 et 2010, avec 27 communiqués en l'espace de 5 ans. Donc, parce que chacun des recueils regroupe des communiqués relatifs à 5 ans de la vie malgache. La méthodologie, comme je vous l'ai expliqué, repose donc sur 3 étapes principales. D'abord, la lecture des 124 communiqués, chose qui n'a pas été facile, ça a pris du temps. Ensuite, le tri des communiqués pertinents avec du filtre que j'avais établi, suivi d'une catégorisation donc, des articles, des communiqués. Et après,
il a fallu analyser tout ce contenu. Au total, 98 communiqués ont été retenus pour l'analyse, c'est-à-dire que ce sont des communiqués que je juge politiquement pertinents. Maintenant, un petit point pour affirmer, pour expliciter en tout cas le positionnement politique de l'Église, qui n'est pas censé jouer un rôle politique, parce que l'Église se dit toujours neutre, et ne pas prendre parti, etc. Mais elle repose, elle axe son action sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, quand l'Église catholique s'exprime, elle se réfère toujours à cette doctrine sociale de l'Église qui, pour Jean-Paul II, n'est pas une idéologie, mais la formation précise des résultats d'une réflexion attentive sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société et dans le contexte international. Le but de cette doctrine sociale, donc, c'est vraiment d'orienter le comportement chrétien. Et c'est ce que la conférence épiscopale cherche à faire à travers ces communiqués, c'est vraiment d'orienter le comportement de tous les acteurs de la nation, y compris les partis politiques, les dirigeants, mais aussi la société civile et le simple chrétien citoyen. Donc, fondamentalement, je dirais que l'Église politique a quand même un rôle, l'Église catholique a un rôle politique certain, même si elle ne veut pas se l'avouer, parce que, et on le verra tout à l'heure à travers les différentes périodes de crise que Madagascar a connues, elles font toujours position, même si elle déguise ses mots, elle déguise sa position, elle prend position. Donc elle a un rôle politique certain. Donc on y vient justement à ces différentes périodes de crise. J'ai essayé de synthétiser vraiment les différentes périodes parce que s'il fallait expliciter tous les communiqués un à un, ça prendrait des mois. Donc avant 1960 d'abord, que je considère comme la première période de crise, donc de 1889 à 1960, l'Église a surtout joué un rôle social. Elle a fait des écrits politiques, mais en se focalisant sur le social. Par exemple, l'Église à cette époque a vraiment contribué, enfin, à sa manière, à l'abolition de l'esclavage à Madagascar. Et ensuite, elle a appuyé également les luttes pour l'indépendance, pour l'accès à l'indépendance. À cette période, l'Église était, disons, assez critique par rapport au mouvement nationaliste malgache. Elle disait dans ses communiqués qu'elle comprenait la légitimité de l'aspiration à l'indépendance des mouvements malgaches, mais qu'il fallait en tout cas que cela reste dans le cadre de la chrétienté. Et elle mettait surtout en garde les acteurs de ces mouvements-là contre le communisme. Et à l'époque, dans les années 40-50, ceux qui étaient considérés comme communistes étaient excommuniés de l'Église catholique. Et ces on va dire, recommandations étaient récurrentes jusque dans les années 80-90. Recommandations contre le communisme, donc. En 1949, par exemple, ils avaient publié, la SEM avait publié un communiqué sur les dangers du communisme, du marxisme, de léninisme également. Et en 1958, l'Église avait mené une campagne active pour l'adoption du oui au référendum du 28 septembre 1958. C'est-à-dire que l'Église recommandait la fin de la colonisation et poussait les fidèles catholiques à voter pour le oui. Donc, au vu des résultats, puisque 77% des votants s'étaient exprimés pour le oui, ça a quand même eu un certain impact. Les communiqués de l'Église ont eu un certain impact sur le comportement notamment des citoyens catholiques, on va dire. Donc, si on résume un peu cette première période, on va dire que l'Église a contribué à travers les communiqués de la conférence épiscopale à la construction d'une conscience civique collective malgache. Parce que ce n'était pas encore la fin de la colonisation, mais il commençait à se former un certain esprit critique malgache qui avait été quelque peu influencé
dans une certaine mesure, par ses écrits de la SEM. Lors de la période suivante, de 1960 à 1975, avec l'accès à l'indépendance, donc, l'Église s'était un peu plus malgachisée, parce qu'auparavant, les évêques qui composaient la conférence épiscopale, la grande majorité d'entre eux étaient encore des évêques français. Donc les écrits de la SEM étaient plutôt francophiles. Ils avaient une certaine tendance à se pencher du côté des colonisateurs. Et à partir de 1960, il y a eu plus d'évêques malgaches, et donc la tournure des communiqués a elle aussi changé. Par exemple, en conséquence, il y a eu plus de focus sur le développement économique et la SEM a commencé à analyser vraiment les obstacles qui freinent ce développement. Il y a eu les critiques donc, qui ont commencé contre le régime tyranne, à travers différents communiqués qui dénonçaient l'abus de droit, la domination économique étrangère, la persistance de la colonisation et de la présence des Français, malgré qu'officiellement la colonisation a été finie. Et puis, le mépris du pauvre et l'ascension galopante de la corruption à Madagascar. Ils avaient sorti notamment un communiqué très explicite intitulé « L'Église et la politique », dans lequel la SEM dénonçait vraiment l'oppression de ce qu'ils appelaient les Mandingues, dénomination qui reste d'actualité aujourd'hui, qui désigne la population la plus défavorisée au Madagascar. En 1975, après l'assassinat de Ratsimanjab et après donc, la passation de pouvoir de quelques jours entre le régime de Ramadanso et Ratsimanjab, la SEM reconnaît les travaux effectués par Ratsimanjab sur le Fuknul et déclare que c'est vraiment cette structure qu'il faudrait développer et maintenir à Madagascar si on voulait accéder à plus de démocratisation. Le mot a déjà été prononcé à cette époque, même si ce n'était pas encore institué dans les constitutions de l'époque. La troisième période de crise, 75 à 92, se réfère en particulier à l'adoption du livre rouge. Ça, c'est un point très important dans l'analyse, parce qu'on peut voir que les principes de base de ce livre rouge coïncident avec les principes sociale de l'Église. C'est-à-dire qu'on recherche la justice sociale, le développement de l'homme, le développement équitable et égalitaire également dans la société. Donc, au début du régime de Ratsirak, l'Église catholique, elle s'était tue, elle était dans l'expectative et attendait de voir comment Ratsirak allait essayer de réaliser ces objectifs-là. Mais à partir de 1977, l'Église dresse un bilan très négatif du socialisme mené par Ratsirak et insiste sur la recrudescence, encore une fois, de la corruption, de l'insécurité et du tribalisme. Elle constate également une certaine politique anti-religieuse du régime et la rupture entre l'Église catholique et le régime de Ratsirak commence à cette époque. En 1979, comme Jean-Michel l'avait dit tout à l'heure, il y a eu la création du FFKM, dont la SEM fait partie, et qui ouvre une nouvelle phase de l'action politique des églises à Madagascar, parce que là, elles osent vraiment s'exprimer dans une certaine unité d'esprit et se lever contre les régimes politiques successifs. En 1984, il y a le problème de l'endettement, parce que c'était la période aussi de l'ajustement structurel et tout ça. Donc la SEM, à travers ses communiqués, a fait mener des analyses approfondies sur la situation et dénonce une perte de la souveraineté nationale de Madagascar et la recrudescence du monopole sous toutes ses formes. En 1987, lors de la visite que les évêques malgaches font au pape à Rome, donc tous les 5 ans, le tableau était assez sombre et ce qui amena d'ailleurs Jean-Paul II à venir visiter Madagascar en 1989 pour essayer de
d'appeler les dirigeants à plus de responsabilité et à l'ouverture vers la démocratie. Ce qui arriva d'ailleurs lors de la période 92 à 2000, que vous voyez là, qui a été marquée par une certaine scission au sein du FFKL, parce que lors de la période 91, par exemple, la FFKL s'est vraiment positionnée comme médiatrice en organisant par exemple les conférences nationales de 90 auxquelles l'Église catholique avait refusé de participer parce qu'elle estimait justement que le rôle de l'Église se limitait à donner des orientations aux acteurs politiques et non à prendre directement part dans la vie politique en elle-même. Avec cette scission, après cette scission, la SEL demande le départ de Didier Ratsirac au lendemain des événements du 10 août 91, prenant ainsi vraiment position contre le régime en place, et elle prend part aussi à l'élaboration de la Constitution de 1992. Après cela, elle a sorti en 1994 un long communiqué sur la démocratie dans lequel elle dissèque vraiment les principes selon l'avis de l'Église catholique, donc qui devrait fonder la démocratie, et elle réclame l'assainissement des pratiques politiques à Madagascar. Jusque-là, elle a donc assuré surtout un rôle de médiation, et la plupart de ses recommandations malheureusement, n'ont pas été écoutées par les acteurs, surtout les politiciens, puisqu'une nouvelle crise survient dès 2001-2002, on la connaît tous, et avec cette période s'affirme une prise de position encore qui a entraîné une scission au sein de l'Église catholique elle-même, puisque de nombreux religieux et religieuses avaient choisi de prendre le camp de Marc Ravalomanana en 2002. Donc, pour ceux qui étaient là, on a pu voir des prêtres et des bonnes sœurs défiler avec les manifestants sur le 13 mai. Et ces entités religieuses avaient même envoyé des communiqués aux ambassades pour essayer de justifier la position malgache. Jusqu'à la crise récente de 2009-2014, il y a toujours eu cette certaine scission entre les membres du clergé. Mais la prise de position de l'Église catholique et l'analyse des communiqués ont permis de faire ressortir les racines profondes des crises selon l'Église catholique à Madagascar. Il y a les dysfonctionnements politiques à la base qui entraînent la corruption, le clientélisme et le népotisme, entraînant eux-mêmes la défaillance permanente des institutions malgaches, l'entretien de la pauvreté par les dirigeants, les clivages socio-économiques persistants qui amènent à la récurrence des crises dont nous parlons aujourd'hui. L'impact est mitigé, c'est-à-dire l'impact des communiqués et recommandations de l'Église catholique sur les politiques reste mitigé. Une politique plus constructive, il faudrait d'abord qu'elle arrive à éviter la politisation de ces éléments, parce que quand on prend parti, les recommandations qu'on formule perdent de leur crédibilité, et ça c'est vraiment un grand danger. Donc voilà ce que j'avais développé concrètement dans mon article. Merci de votre attention.